Voilà. Donc, mon fils m'a appelé, j'ai répondu, etc. Donc, ce sont des choses, c'est-à-dire que on n'a pas, la plupart du temps, quand on est dans la vie, quand on doit faire des choses, enfin, dans le quotidien, j'entends, hein, euh, on oublie les dimensions qui entourent nos actions. Il y a plus beaucoup de dimensions qui entourent nos actions. Par exemple, euh, on doit aller faire une démarche administrative, on voit seulement la démarche administrative qu'on va faire. Mais en fait, dans la démarche administrative, il y a plusieurs dimensions. C'est-à-dire que, euh, par exemple, on dit souvent rester positif, mais ça a un rapport avec une dimension. C'est pas la feuille de la sécu que vous allez remplir, c'est marqué rester positif hein, dessus. Non, non. C'est un rapport avec la dimension. On a une démarche à faire, mais dans cette dimension, dans la démarche administrative, c'est un exemple. Hein, dans la démarche administrative, eh ben, il y a une dimension rester positif. Parce qu'en sortant de chez soi, on peut se dire, tiens, on peut tomber sur quelqu'un de positif ou quelqu'un qui n'est pas bien. Donc ça, on s'énerve, etc., etc. Mais ça, c'est un rapport avec d'autres dimensions. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, en fait, il y a la démarche administrative, il y a le niveau quotidien, mais il y a le niveau aussi positif qui entoure. Il y a plusieurs auréoles dedans. Mais ça a à voir avec le quotidien, c'est toujours le quotidien. Et bien voilà, c'est ce que je vous dis. Eh bien, dans mes démarches, eh bien, je prends conscience beaucoup des auréoles qui entourent mes actions. Vous voyez. Et ça, ces auréoles-là, eh bien, c'est pas pour rien. Vous allez vous rendre compte que quand vous tenez compte de ces auréoles, par exemple, rester positif, etc., faire un pas positif vers quelqu'un qu'on sent qu'on a envie, hein. Il faut avoir envie, hein. Il faut être poussé, enfin, il faut avoir envie. C'est pas un truc obligé. Eh bien, ça nous ouvre des choses. Oui, ça nous ouvre des choses. Petit à petit, on rentre dans d'autres niveaux d'auréole. Je sais pas si... Enfin, je suis un peu abstraite. Bref, je vais prendre bon, le livre de Freud. Alors, Freud, le président Schreiber. Le président Schreiber, c'était quelqu'un qui était... C'est quelqu'un qui était haut placé dans la société. Hein. Alors, maintenant, il a fait une maladie, une grosse maladie. En fait, pourquoi je vais vous lire ça, ce passage-là? C'est pour vous montrer à quel point, en fait, ce qu'on est, c'est-à-dire quand je vous parle là, c'est à quel point on est conditionné. On a été pas conditionné dans le sens forcément négatif, hein, mais qu'on a été travaillé. C'est-à-dire qu'on a été modelé. On a été modelé. Parce que si on a été modelé dans un sens pour vivre ensemble, et d'une certaine façon. Parce que, écoutez ce qui lui arrive. Il a fait une maladie. Alors, Alors, il tombe malade pour la première fois à l'automne 84 et fait parfaitement guéri fin 85. Ça, c'est le premier épisode. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Je vous lis le deuxième. Le deuxième épisode pathologique commence à fin 93 avec une insomnie torturante qui le poussa à se rendre à nouveau dans la clinique de Flechsig, où son état se dégrada toutefois rapidement. La suite de l'évolution de sa pathologie est décrite dans une expertise établie ultérieurement par le directeur de l'Institut Somenstein. Dans les premiers temps de son séjour sur place, il exprimait un peu plus d'idées hypochondriaques. Alors, les idées hypochondriaques, c'est vraiment un rapport avec le corps, le, le, la sensation du corps, c'est-à-dire le, l'existence du corps. Parce que souvent, en psycho, on nous dit le corps, le corps n'est pas... C'est une construction. Le corps, hein, vous voyez, le corps, c'est une... Quand je dis corps, hein, on ne dit pas physique, on dit corps, c'est une construction. Alors, dans les premiers jours de place, il exprimait un peu plus d'idées hypochondriaques. Se plaignait de souffrir de ramollissement cérébral. Il se plaignait de souffrir de ramollissement, c'est-à-dire la sensation. Voilà. Pensait qu'il n'allait pas tarder à mourir. Les idées de persécution se mêlaient cependant déjà au tableau clinique, déclenchées par des illusions sensorielles. Alors, les illusions, alors, les sens, et souvent, euh, chez les médiums, par exemple, moi, c'est-à-dire que je n'ai aucun tabou à parler des médiums. Hein. Moi, je suis médium, je crois que je suis médium. Médium dans le sens où euh,
je ressens, j'ai des visions, j'ai des intuitions fortes, j'ai des rêves prémonitoires. Euh, Par exemple, avant de rencontrer quelqu'un, euh, s'il y a quelqu'un de décédé, je vois la personne décédée. Alors, c'est pas compliqué, hein. Quand on voit des morts, je vous dis ça comme ça, moi, c'est normal, hein. Moi, quand je vois des morts en vision, eh ben, je vois la personne un peu pâle, avec de la terre dessus. Ça veut dire que c'est un mort. Je dis ça comme ça, bêtement. Bon, allez, on continue. Donc, tout ça, ça fait partie des illusions sensorielles. Mais là, ils disent illusions sensorielles. Mais bon, illusion, bon, on peut prendre ça dans tous les sens, hein. En tout cas, moi, quand ça m'arrive, euh, bon, je me dis, ok, donc je vais voir la personne, donc j'ai déjà une information sur ce que je vais rencontrer, qui, au moins dans les premiers temps, paraît émerger d'une manière plutôt isolée, alors qu'on révélait parallèlement une hyperesthésie et une sensibilité remarquable à la lumière et au bruit. C'est vrai qu'on est, enfin, lui en tout cas, mais c'est vrai qu'en général, quand on traverse ces zones-là, eh bien, on devient très sensible, etc. Plus tard, les illusions visuelles et auditives furent de plus en plus nombreuses et dominèrent. Illusions sensorielles et auditives, tout ça, c'est des choses, c'est-à-dire, c'est des portes. Comment je vais vous expliquer ça? Ce sont des portes qui ont été modelées. Qui ont été modelées parce que vous imaginez bien que si on avait laissé ça comme ça, ouvert, on ne pourrait pas vivre en société. On appelle ça, on dit qu'il est fou, mais quelque part, il nous donne des leçons de ce que on est et ce qu'on n'est pas, et ce qu'on veut qu'on soit et ce qu'on ne veut pas qu'on soit. Vous imaginez les ouvertures sensorielles, les ouvertures, par exemple la vue, l'ouïe, le goût, la sensation, le toucher, etc., etc. C'est des choses qui ont été construites. Et ça va dans un sens seulement. Vous allez voir, tout le monde dit, oui, le toucher c'est ça, l'odorat c'est ça, la vue c'est ça, l'audition c'est ça. On ne peut pas dire le contraire. Bon, lui par contre, il dit autre chose. Donc il est fou. Pas forcément. Jung va prendre le cas, il va aller chercher dans l'histoire, dans l'historique, il va aller chercher des thèmes qui va se retrouver dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Jung va aller chercher dans l'histoire de l'humanité, il va ramener le thème. Donc, alors, je continue. Plus tard, les illusions visuelles et auditives furent de plus en plus nombreuses et devenaient associées à des troubles de la sensation générale, toute sa sensibilité et toute sa pensée. Il se croyait mort et en putréfaction. Ça, c'est la sensation toujours, hein. Malade de la peste, se figurait que l'on entreprenait sur son corps toutes sortes de manipulations atroces et traversait, comme il le dit encore lui-même aujourd'hui, des choses plus épouvantables que nul ne pourrait le pressentir, et ce pour un saint objectif. Cette institution maladie exerçait une telle emprise sur le malade que, devenu insensible à toute autre impression, il restait des heures durant absolument immobile et pétrifié. Elle dit putréfié. Pétrifié. De l'autre côté, elle le tourmentait tellement qu'il sautait à mourir. Évidemment, c'est insupportable. Essaya plusieurs fois de se noyer dans un baignoire et demanda qu'on lui donne le cyanure de potassium qui lui était destiné. Peu à peu, les idées délirantes prirent un caractère mystique, religieux. Il était en relation directe avec Dieu, les démons, et se jouait de lui. Il voyait des apparitions miraculeuses, entendait la musique sacrée, et crut, au bout du compte, qu'il vivait dans un autre univers. Voilà. Ça, c'est un extrait du président Schreiber. Président Schreiber, c'est de Sigmund Freud. C'est un cas de paranoïa. Voilà, paranoïa, c'est-à-dire, bon, des dieux, bon, on peut prendre ça comme ça, hein. Mais si on décide de faire une étude sérieuse sur les thèmes, parce qu'il développe pas mal de thèmes, hein, les rayons, il développe la question des rayons, tout ça, qu'il fait du bien, qu'il ne fait pas du bien, etc., etc. Je suis sûre qu'on peut faire des liens avec, comme Jung a fait, avec les thèmes développés dans l'humanité, dans toute l'humanité, dans l'histoire, hein. C'est pas juste à notre niveau, hein, mais il faut aller chercher ça dans des siècles au fond, on va aller se mettre, faire des recherches sérieuses, et puis on va ramener ça au président Schreiber, on va se dire, ben, mince, eh ben, ça se trouve, le président Schreiber, il était en rapport avec, comme il dit,
quelque chose de archaïque dans notre quand je dis archaïque, c'est pas négatif, hein, quelque chose de très ancien. La porte s'est ouverte. Voilà. Et bon, allez, j'arrête. À tout à l'heure.